Jusqu'à sa saison 3, Stranger Things était pour moi une bonne série. Largement surcotée, oui, clairement pas la meilleure série de l'histoire, certes, mais une bonne série néanmoins. Et si la bande-annonce de la saison 4 semblait laisser présager sa chute, avec ce qui s'annonçait comme la pire saison en date, c'est à ma plus grande surprise tout l'inverse qui s'est produit. Car c'est précisément ce qui me faisait craindre la déchéance de la série qui s'est avéré être ce qui lui a permis d'atteindre un tout autre niveau, lui donner une profondeur telle que je ne pouvais l'imaginer. Cet élément inattendu et déterminant, c'est l'antagoniste principal de la saison 4, l'entité mystérieuse et surpuissante plus connue sous le nom de Vecna, ou plus particulièrement ce qu'il représente dans l'œuvre. Doté de pouvoirs extraordinaires, Henry Creel avait pour but de se libérer de ce qui était pour lui une prison oppressive, la société humaine. Pour lui, les mauvaises actions d'une personne, qu'elles aient été commises intentionnellement ou non, les marquaient à jamais, et toute tentative de passer à autre chose lui apparaissait comme de l'hypocrisie. Il se servit donc de ses capacités mentales pour torturer psychologiquement ces hypocrites, ou comme il le dit lui-même, pour leur tendre un miroir, leur montrer qui ils étaient réellement. Ainsi, il cibla tout d'abord son père, Victor Creel, qui avait involontairement tué des civils dans un bombardement lors de la Seconde Guerre mondiale, en lui montrant des images traumatisantes sorties de son passé, lui interdisant donc d'un jour oublier et passer à autre chose. Henry se servit également de ses pouvoirs sur le reste de sa famille, sa mère Virginia et sa sœur Alice, en les torturant avec des visions et des cauchemars atroces, quand bien même elle n'avait pourtant pas, à notre connaissance, commis d'actes si terribles qu'elle méritait sa fureur. Mais il ne s'arrêta pas là. Dans la soirée du 25 mars 1959, il tua de façon horrible sa mère et sa sœur, laissant son père en vie afin qu'il en subisse les conséquences à sa place. Après ces meurtres, Henry fut étudié par le docteur Martin Brenner, qui en fit le premier de ses sujets de test, le désignant comme le numéro 1. Ce n'est que 20 ans plus tard qu'Henry parvint à s'échapper, manipulant l'ingénuité d'Eleven pour se libérer de ses chaînes. Ainsi affranchi de ses bourreaux, il exerça sa vengeance en massacrant tout le personnel du laboratoire Dawkins, y compris les enfants, excepté Brenner et Eleven, qui réussirent tous deux à survivre. Après une brève confrontation, cette dernière l'envoyait dans une dimension parallèle, l'Upside Down, un monde stérile et désolé. Henry explora alors cette nouvelle dimension, découvrant un écosystème vierge et plein de possibilités, avant de rentrer en contact avec une entité qui serait plus tard connue sous le nom de Mind Flayer. Ce que sont l'entité et ses pouvoirs et ce qu'Henry a fait pendant son exil est encore très flou, car nous ne possédons pas d'informations à ce sujet pour le moment. Cependant, nous savons qu'il a fait son retour 7 ans après son bannissement. Devenu un monstre tentaculaire surnommé Vecna, il a œuvré pour briser la frontière entre notre monde et l'Upside Down, tourmentant les adolescents Dawkins et plus particulièrement ceux déjà affectés par des troubles et des complexes, avec des visions liées à leur traumatisme. Et après les avoir hantés pendant 7 jours, il leur délivrait le coup de grâce, brisant chacun de leurs os et écrasant leurs yeux à l'intérieur de leur crâne. Et ainsi, il tua tour à tour Chrissy Cunningham, Fred Benson, Patrick McKinney et, bien que temporairement, Maxine Mayfield. Vecna est de loin l'adversaire le plus redoutable des personnages de Stranger Things. Il est l'ennemi le plus puissant auquel ils aient été confrontés. Mais pour comprendre ce qu'est Vecna et ce qu'il représente, il nous faut nous intéresser à la méthode de ces meurtres. Comme la série l'a elle-même défini, Vecna tue en suivant une suite d'événements immuables préétablis, que les personnages ont surnommé la malédiction de Vecna. Les cibles de cette malédiction sont victimes de symptômes physiques, tels que des migraines ou des saignements de nez, ainsi que, et surtout, de symptômes psychologiques, comme par exemple des cauchemars. Ces effets psychologiques de la malédiction ne font qu'empirer au fil du temps, les cauchemars omniprésents empêchant les victimes d'avoir un moment de répit, si court soit-il. Elles finissent par subir ces horribles hallucinations même en dehors de leur sommeil, des rêves éveillés d'une sinistre horloge, ainsi que, plus particulièrement, d'images manipulées et corrompues de leur traumatisme passé, les laissant donc de plus en plus terrifiées et isolées. Et puis enfin, après une semaine de cette torture, elles sont tuées par Vecna, placées dans une transe, lévitées dans les airs, puis réduites à l'état de cadavres défigurés, leurs yeux écrasés et leurs os en miettes. Chrissy Cunningham fut la première victime de cette malédiction. Elle fut tentée par des visions des violences passées de sa mère et de ses remarques par rapport à son poids. Cherchant désespérément à échapper à ces visions et incapable de se confier à son petit ami Jason Carver, elle alla d'abord consulter les psychologues scolaires sans résultat, avant de se tourner vers la drogue, en espérant pouvoir enfin faire taire les spectres qui la tourmentaient. Cependant, ces spectres la rattrapèrent en premier, et elle succomba à la malédiction de Vecna le 21 mars 1986. Fred Benson fut la deuxième victime de la malédiction. Il fut la cible de visions liées à sa culpabilité d'avoir été en partie responsable de la mort de l'un de ses amis lors d'un accident de voiture. Alors que les hallucinations prenaient de plus en plus d'ampleur, il tenta de s'enfuir en espérant que sa torture cesserait, mais il ne fit que tomber encore plus profondément dans la vision, revoyant les funérailles de son ami et la famille de ce dernier qu'il traitait de meurtrier. Malgré ses tentatives d'échapper à cette nouvelle vision, il se retrouva confronté directement à l'accident qui l'avait tant fait souffrir, et il succomba à la malédiction de Vecna le 22 mars 1986.
Patrick McKinney fut la 4e victime de la malédiction. S'il fut tenté par des visions de son père le rabaissant et le maltraitant, lui disant qu'il ne valait rien, il ne pouvait en montrer aucun signe ni en parler à qui que ce soit, craignant la réaction et les moqueries de ses amis. Incapable de demander de l'aide ou de trouver une échappatoire, il succomba à la malédiction de Vecna le 25 mars 1986. Maxine Mayfield fut la 3e et dernière victime de la malédiction de Vecna, et la seule à y avoir échappé, bien que temporairement. Elle fut tentée par des visions de la mort de son beau-frère, mort qu'elle avait parfois désirée, bien que jamais véritablement. Elle souffrait souvent de migraines pour lesquelles elle prenait des médicaments en secret, se cachant et s'isolant de ses amis et de son ex-petite amie. Elle atteignit la phase finale de la malédiction le 24 mars 1986, mais fut sauvée par ses amis qui avaient utilisé sa musique préférée pour la sortir de sa transe. Cependant, malgré cela, elle restait la cible de Vecna et ce dernier manipula les mots de ceux qui lui étaient les plus chers pour lui causer une souffrance encore plus profonde. La corruption de ses meilleurs souvenirs fut le coup de grâce pour elle, et bien que temporairement, elle succomba à la malédiction de Vecna le 27 mars 1986. Ce que Vecna est réellement, c'est une extension de ce que sa malédiction représente. Une malédiction ciblant ceux souffrant de trauma, de culpabilité ou de complexe, les isolant de tout et de tous avant de finalement les prendre pour de bon. Bien que fictionnelle et comportant des éléments surnaturels, la malédiction de Vecna existe également dans notre propre monde. Cependant, nous lui donnons un autre nom. Ce qu'est la malédiction de Vecna et ce qu'elle représente est la dépression. La dépression est une maladie mentale. Ce n'est pas juste un moment de tristesse ou une simple déprime, mais un problème devant être traité très sérieusement. Ces symptômes affectent la façon de penser et d'agir de ceux qui en souffrent. La dépression peut causer un désintérêt et un manque de motivation pour des activités que l'on appréciait jusque-là, des troubles du sommeil comme de l'insomnie, ainsi que, dans les cas plus graves, des pensées suicidaires. La dépression, tout comme la malédiction de Vecna, tord les mots de ceux qui nous sont les plus chers, nous blessons avec des choses qui n'avaient pourtant ni dites ni pensées. Elle se repaît de nos traumatismes, et, que ce soit au moyen d'une culpabilisation ou d'une haine de soi, les garde en permanence présents dans notre esprit, à tel point qu'un événement datant de plusieurs années peut sembler s'être déroulé hier. Tout comme Vecna, elle nous interdit de passer à autre chose. Bien que cela soit supporté par les événements et l'imagerie de la série, cette interprétation peut sembler tirée par les cheveux, puisque cette allégorie est, bien une allégorie, intrinsèquement de nature non explicite. Néanmoins, avec de simples évocations, insinuations et suggestions, la série nous permet d'identifier de nombreux éléments et de reconstituer l'histoire non racontée des combats des victimes de Vecna. Très jeune, Chrissy avait souffert de violences verbales de la part de sa mère concernant son poids, ce qui, avec le manque de réaction et de réponse de son père à ce sujet, eut de graves conséquences sur elle à long terme, lui faisant développer un immense complexe sur son poids et l'affligeant de troubles alimentaires tels que l'anorexie et la boulimie. Bloquée dans son rôle de chef des cheerleaders, dans son rôle de reine de Hawkins High, tout s'attendait d'elle qu'elle soit parfaite à tous égards, qu'elle sorte avec Jason Carver, le capitaine de l'équipe de basket, se retrouvant alors bloquée dans une relation toxique sans réel amour apparent, avec un petit ami à qui elle ne pouvait pas se confier, contrôlant et limitant ses interactions avec les autres, et la considérant plus comme son trophée, un objet de son prestige, que comme un réel être humain. Ainsi, et de façon concrète, elle ne pouvait pas faire ce qu'elle voulait faire, être qui elle voulait être. Privée de sa capacité à avoir une identité qui lui soit propre par les attentes des autres, elle ne pouvait simplement pas être elle-même. Elle chercha désespérément une solution, n'importe laquelle, et voyant que ses séances avec la psychologue scolaire ne lui étaient d'aucune aide, elle se tourna vers la drogue. C'est là qu'elle fit la rencontre d'Eddie Munson, un homme avec qui elle n'aurait jamais pu interagir en public à cause de son statut, un homme qui pouvait la faire véritablement rire pour la première fois depuis très longtemps. Mais malheureusement pour elle, à ce stade il est déjà trop tard. Alors qu'Eddie était parti chercher les substances qu'elle lui avait demandées, ses peurs la rattrapèrent une fois de plus, et cette fois, elles prirent complètement le dessus. Après avoir été impliqué dans un accident de voiture, Fred était rentré chez lui en panique au lieu d'appeler à l'aide, décision qui coûta la vie à l'un de ses amis. Bien qu'il eût lui-même survécu, Fred portait en permanence un fardeau bien trop lourd, sa culpabilité l'ayant littéralement marqué à vie. De son point de vue, il avait abandonné son ami blessé à la mort, et cela ne faisait de lui rien de plus qu'un meurtrier. Après la mort de Chrissy, lui et Nancy allèrent interviewer des témoins potentiels. Alors qu'ils se rapprochaient de la scène de crime, le passé de Fred revint le hanter, revigoré par la tragédie que la ville venait de subir. Il craignait qu'à mesure qu'ils enquêtaient sur le meurtre, ceux qui le connaissaient finiraient par apprendre ce qu'il avait fait, et le verraient alors comme lui-même se voyait, comme qui il était vraiment, un meurtrier. Alors que Nancy interviewait l'oncle d'Eddie, Fred tenta de s'échapper du lieu qu'il pensait responsable de la résurgence de son traumatisme, en fuyant vers la forêt. Cependant, cela n'eut pour résultat que de le laisser seul et vulnérable, et son état ne fit qu'empirer. Les souvenirs des funérailles de son ami lui revinrent plus vivaces que jamais, renforçant encore plus sa culpabilité et sa haine de lui-même. Il finit par arriver face à une route, similaire à celle où l'accident avait eu lieu. Cela ne fit qu'intensifier sa détresse, et il se retrouva plongé directement dans ses souvenirs du drame. Revivre cet événement traumatisant s'avéra fatal pour Fred,
qui fut incapable d'y résister. Sachant qu'il se serait moqué de lui, l'aurait rejeté ou pire s'il l'avait fait, Patrick n'avait jamais pu se confier auprès de son groupe toxique d'amis, et ce malgré le fait qu'ils étaient en permanence en sa compagnie. Il fut donc obligé de souffrir en silence des violences et reproches de son père, en ayant constamment l'impression de n'être qu'un échec, un fils raté et le déshonneur de sa famille. Alors qu'Hawkins subissait tragédie après tragédie, il fut un témoin impuissant de la descente de ses amis dans la violence, et de la descente de la ville dans la peur et le chaos. Forcé de se soumettre à leur chasse aux sorcières sans pitié, afin de ne pas se retrouver lui-même la cible de cette traque, il finit par croire encore plus les mots de son père, et qu'il n'était qu'une honte. Ses pensées atteignirent leur paroxysme lorsqu'il comprit que ceux qu'il chassait n'étaient que des victimes terrifiées et souffrant des mêmes choses que lui. Ce fut alors trop pour Patrick, qui ne pouvait plus vivre dans un environnement aussi douloureux. Même s'il avait été grossier et même parfois violent à son égard, Max souffrit de la mort de son beau-frère, Billy Hargrove, mort pour laquelle elle se sentait responsable, car elle avait parfois souhaité qu'il disparaisse de sa vie, et qu'elle n'avait, selon elle, rien fait pour le sauver. Non seulement cela, mais elle avait par la suite imaginé la possibilité qu'ils deviennent plus proches, qu'ils deviennent amis, une possibilité qu'elle n'avait plus, de son point de vue par sa propre faute. Sans plus aucune estime d'elle-même, elle finit par souhaiter que leur place ait été échangée, et qu'ils méritaient de vivre plus qu'elle ne le pourrait jamais. Pendant l'année qui suivit, elle s'isola de ses amis et de son petit ami Lucas Sinclair, avec qui elle rompit malgré leurs sentiments mutuels, sa réclusion ayant été rendue plus facile par le départ d'Eleven et Will pour la Californie et la fragilisation du lien du groupe. En s'isolant du reste du monde, elle ne fit qu'involontairement s'éloigner de ce qui pouvait l'aider à échapper à cet état d'esprit pernicieux. Au bout d'un certain temps, elle commença à avoir des pensées encore plus sombres, sa culpabilité devenant si importante qu'elle finit par souhaiter complètement disparaître pour pouvoir en être libérée. Ces idées noires finirent par prendre presque totalement le dessus sur elle, la convainquant qu'elle n'avait aucune chance d'y échapper, à tel point qu'elle écrivit des lettres destinées à ses proches quand elle ne serait plus là. Mais ses amis réussirent à lui faire retrouver ses esprits au dernier instant, lui rappelant les moments qu'ils avaient passés ensemble. Ils lui firent réaliser que même si elle souffrait atrocement et ne ressentait qu'une solitude infinie, elle n'était pas seule, elle était aimée, elle avait des gens qui tenaient à elle. Ils lui firent réaliser qu'il pouvait y avoir autre chose dans sa vie que la culpabilité, et ils devinrent ainsi son pilier, l'empêchant de tomber plus profondément dans les ténèbres. Cependant, malheureusement pour elle, la menace était toujours là. Même si elle avait établi des défenses dans son esprit, afin que cette situation ne se reproduise plus jamais, ses pensées noires s'insinuèrent tout de même dans sa tête, contournant les défenses qu'elle avait mises en place, pénétrant son esprit par des moyens nouveaux, plus profonds et plus insidieux. Cette fois, elles tordirent les mots de Lucas, corrompant ses moments passés avec lui et le souvenir de leur premier baiser, son meilleur souvenir qui était son échappatoire. Sa culpabilité et sa haine envers elle-même brisèrent le seul soutien qu'elle avait, la laissant incapable de lutter contre son inexorable chute. La malédiction de Vecna symbolise la dépression, et son aggravation à mesure que le temps passe représente notre submersion progressive mais en apparence inévitable dans ce sombre tourbillon. Et quant à Vecna lui-même, il est l'éventualité la plus effroyable et la plus terrible à laquelle mène la malédiction. Vecna n'est d'abord qu'une ombre, une suggestion. À mesure que ses cibles se prennent de plus en plus dans sa toile, sa présence se fait de plus en plus tangible, et il commence à prendre forme dans leur esprit. D'un simple spectre, il se transforme en un monstre en chasse, tourmentant et traquant sa proie. Puis, il corrompt leur esprit dans sa totalité, tordant toutes leurs pensées pour qu'il ne reste plus que lui. De sa place de monstre, il devient absolument tout, la seule chose dans leur esprit, la seule vérité, la seule solution, le seul moyen. Il s'impose à eux comme une inévitabilité contre laquelle il serait inutile de lutter. Quant au reste de la volonté de ses victimes de lui résister, d'être libre, de le vaincre et de vivre, il le piège, l'enferme, le rend incapable de le combattre ou de le fuir. Et ce n'est que lorsque cette dernière lueur d'espoir finit par ployer, quand sa cible se retrouve enfin sans défense et à sa merci, qu'il délivre le coup de grâce, leur donne l'infime impulsion nécessaire. Et puis d'un seul coup, sa victime n'est plus. Voilà ce qu'est Vecna, une menace pernicieuse ciblant ceux qui sont déjà vulnérables, torturant leur esprit et les dépouillant de tout, jusqu'à ce qu'il ne leur reste plus rien, rien d'autre que lui, l'aboutissement de toute la souffrance causée par sa malédiction. Ce qu'est Vecna est le suicide. Narrativement, l'existence de Vecna dans l'histoire sert notamment de miroir pour le personnage d'Eleven. Il est son équivalent, ce qu'elle pourrait être si elle utilisait ses pouvoirs pour le mal plutôt que pour le bien. Il introduit du contraste. Il possède les mêmes pouvoirs qu'elle, a servi de cobaye de la même façon, et chacun a permis à l'autre de devenir plus fort. Même dans leur dénomination, ils sont les opposés l'un de l'autre. Et ce sont ces similarités qui créent du conflit pour elle. Elle craint de commettre les mêmes atrocités que lui, se convainquant même qu'elle était responsable du massacre du laboratoire Dawkins qu'il avait perpétré. Durant toute la saison, elle se demande si elle est un monstre ou un super-héros. En d'autres termes, elle craint de devenir comme lui.
Le contraste entre eux peut également être illustré par la manière dont ils utilisent leur pouvoir. Là où Vecna se nourrit de la tristesse et de la colère, des émotions intenses mais finalement superficielles, Eleven est renforcé par l'amour, plus faible en apparence, mais beaucoup plus profond. En plus de cette importance narrative, à travers l'allégorie qu'il introduit, Vecna rajoute de nouvelles dimensions à la série et plus de profondeur à l'histoire, en s'appuyant sur des sujets déjà introduits et abordés par la série. Le traumatisme et le fait de vivre malgré nos traumatismes ont toujours été une thématique centrale de Stranger Things, et la saison 4 ne fait pas exception, tout en y ajoutant une teinte plus sombre. Vecna démontre que tout le monde n'arrive pas toujours à tourner la page sur ses peurs et sa culpabilité, à échapper à ses pensées les plus sombres et à les empêcher de prendre le dessus. Mais ce n'est pas tout. Vecna n'est pas qu'une simple allégorie destinée à être déchiffrée, disséquée et analysée comme je l'ai fait dans cette vidéo. Il a une influence réelle et concrète sur notre monde. Il illustre de façon impactante et significative ce qu'est la dépression, et comment ceux qui en souffrent la ressentent. Il en permet une compréhension plus profonde et plus personnelle à ceux qui ne sauraient pas vraiment ce que c'est. En d'autres termes, il sensibilise à ce sujet. Il démontre que la dépression n'est pas juste se sentir triste, que ce n'est pas de la faute de ceux qui en souffrent, et qu'elle mérite d'être traitée avec la plus grande attention. Vecna montre de façon graphique, explicite et certes romancée les horreurs que l'on vit lorsque l'on souffre de dépression, et à quoi elle peut mener si on la laisse persister. Mais l'influence de Vecna ne se limite pas à ceux qui ne souffrent pas de dépression, il impacte également ceux qui en sont affligés. En effet, ces personnes peuvent s'identifier aux personnages, et plus spécifiquement aux victimes de Vecna. Ainsi, elles peuvent se sentir vues, entendues et comprises, ce qui les aide énormément dans leur lutte. Il s'agit d'un autre effet de la sensibilisation, mais ce n'est pas, à mon avis, l'impact le plus important de Vecna. La dépression, dans ses stades les plus critiques, induit un sentiment profond et en apparence inévitable de fatalité, qui finit par se transformer en désespoir. L'état d'esprit des victimes est alors si douloureux, si insoutenable, qu'elles deviennent prêtes à considérer toutes les solutions, quand bien même elles seraient dangereuses ou impensables. C'est à ce moment-là que les pensées suicidaires sont les plus dangereuses, car elles deviennent de réelles possibilités dans leur esprit. Et, tout comme dans Stranger Things, elles finissent par prendre le contrôle de leurs pensées jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'elles. Et c'est là qu'intervient l'existence de Vecna. Dans tous les sens du terme, Vecna est un monstre. Ses objectifs sont mauvais et ses méthodes sont malveillantes. Il est indéniablement maléfique. Et c'est précisément ce qui aide. Vecna est une personnification du suicide, il le représente et l'incarne. Et ainsi, pour ceux qui pourraient avoir des idées suicidaires, il sert de rappel que ce n'est pas la solution, ni la voie à suivre, que ce n'est pas un remède mais un ennemi monstrueux, avec des intentions monstrueuses, et dont le but n'est pas de les aider mais de provoquer leur perte de la façon la plus horrible qui soit. Vecna sert de repère. Il nous permet de voir à travers le voile de tromperie dressé devant nos yeux, et de reconnaître le suicide pour ce qu'il est, libre des mensonges et des illusions induits par la dépression. Donc, si un jour vous vous trouvez aux prises avec ce genre de pensée, rappelez-vous. Rappelez-vous que le suicide n'est pas ce dont il a l'air. Ce n'est pas une solution ou une échappatoire, mais un ennemi plein de mensonges et de tromperies, et dont le seul but est de vous faire du mal, autant qu'il le peut. Rappelez-vous que si vous le considérez comme quelque chose d'inévitable, c'est car vous y avez été contraint et que vous pouvez le changer. Rappelez-vous que peu importe à quel point votre situation a l'air terrible, vous êtes fort, vous pouvez triompher, vous avez réussi à arriver jusque-là, vous avez déjà combattu et gagné, et vous pouvez encore combattre et gagner à nouveau. Rappelez-vous que cet état n'est pas permanent, que vous en avez déjà été libre par le passé, et que vous en serez libre à l'avenir. Il existe un futur dans lequel vous êtes heureux, et ce futur est atteignable, il suffit juste que vous ne l'abandonniez pas. Rappelez-vous que ce n'est pas votre faute. Vous n'êtes pas responsable de ça. Vous méritez le bonheur, vous méritez la vie. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Vous pensez peut-être que vous l'êtes, ça a peut-être même l'air vrai, mais ce n'est pas le cas. Il y a des gens pour qui vous comptez, des gens qui vous aiment. Il y a des gens qui veulent que vous vous sentiez mieux, qui veulent que vous viviez. Et si vous pensez que c'est faux, dans ce cas je peux vous jurer que c'est vrai pour moi. Même si je ne vous connais pas, même si nous ne nous rencontrerons ou ne nous parlerons peut-être jamais, sachez que vous comptez pour moi. Sachez que je veux que vous alliez mieux, que je veux que vous viviez, que je sais que vous avez votre place dans ce monde et qui n'est rendu que meilleur par votre présence. Si un jour vous vous sentez emporté par ces pensées ou que vous vous sentez en danger par rapport à elles, il y a des personnes que vous pouvez appeler, qui vous écouteront et qui vous aideront à aller mieux. Ces numéros s'affichent actuellement sur votre écran. S'il vous plaît, aidez-vous si vous en avez besoin. Il n'y a aucune honte à le faire, c'est naturel. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait avoir ce genre de problème, n'oubliez pas d'être là pour eux. N'oubliez pas de leur rappeler que vous les aimez et qu'ils comptent pour vous. S'ils viennent vous demander de l'aide, s'il vous plaît, aidez-les. Demander de l'aide est suffisamment difficile pour ne pas se retrouver en plus confronté à un rejet. N'oubliez pas de les écouter s'ils se confient à vous. Ne les jugez pas, ne les humiliez pas et ne les infantilisez pas, cela ne ferait que les blesser davantage.
Ne les forcez pas à vous dire quelque chose ou à faire quelque chose parce que vous estimez que c'est le mieux pour eux. Respectez leurs décisions s'ils vous disent non. Cependant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas résoudre tous leurs problèmes vous-même, non seulement parce que vous n'êtes pas qualifié pour le faire, mais aussi parce que ce n'est pas votre responsabilité. Ne vous oubliez pas en essayant d'aider les autres. S'investir émotionnellement est inévitable, mais vous ne devez pas laisser cet investissement vous entraîner vers les mêmes abysses. Vous pouvez les encourager à consulter un spécialiste, un psychologue ou un psychiatre, ou leur conseiller d'en parler à leur médecin pour que lui puisse les orienter et les aider. Mais encore une fois, respectez leurs décisions s'ils disent non. Et si vous remarquez des signes qu'ils pourraient être emportés vers des profondeurs plus sombres, les conseils précédents deviennent des priorités absolues. Soyez là pour eux, parlez-leur. Et si la situation l'exige, et si vous constatez qu'ils ne le feront pas, vous pouvez contacter les services d'urgence vous-même. Ces numéros s'affichent actuellement sur votre écran. S'il vous plaît, qui que vous soyez, faites attention à vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ça n'a probablement pas été facile et je salue vos efforts si vous êtes parvenus à arriver jusque-là. Si ce type de vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être informé de la sortie des prochaines. Vous pouvez aussi laisser un like sur cette vidéo ou me dire ce que vous en avez pensé en commentaire si vous le souhaitez. Votre soutien est le bienvenu. Cette vidéo n'a pas été facile à écrire. Contrairement à ma vidéo sur l'attaque des titans et le cycle de la violence, le défi n'a pas été dans la gymnastique mentale nécessaire pour établir un lien entre une thématique et les personnages et événements de l'histoire. Il était d'une autre nature. Cette vidéo a en effet nécessité un investissement émotionnel lourd et difficile, le sujet abordé induisant une introspection parfois douloureuse. Cette vidéo me tenait particulièrement à cœur, car la dépression est un sujet d'une profonde signification pour moi. J'en ai souffert, j'ai des amis qui en ont souffert et qui en souffrent encore, et c'était donc important de traiter correctement ce sujet. C'est pour cela que j'ai fait vérifier le texte de cette vidéo par une psychologue, pour m'assurer que les descriptions et informations étaient correctes, et que je ne vous induisais pas en erreur. C'est quand j'ai vu la fin de l'épisode 4, avec la fameuse scène du Running Up That Hill, que la signification symbolique de Vecna m'a particulièrement touché. L'imagerie ainsi que ce que Vecna avait fait et dit durant cette scène, de même que l'utilisation de la musique pour échapper à sa malédiction, étaient des éléments trop spécifiques pour avoir été introduits par accident ou par une simple coïncidence. Et plus j'y ai réfléchi, plus je pouvais voir cette allégorie. Et même si elle a été reléguée au second plan pour le reste de la saison, pour des raisons narratives, son retour dans le dernier épisode m'a fait beaucoup de bien. Le fait que ce soit la corruption des mots de Lucas qui ait poussé Max vers les profondeurs les plus sombres était si juste, si semblable à la réalité de la dépression que c'était bien au-delà de tout ce que j'avais imaginé pour le retour de cette thématique. Et après la fin de la saison, il fallait que j'en fasse une vidéo. Et donc, nous voilà. Quant à ce qui concerne plus directement Stranger Things et son histoire, je ne prétends pas détenir la vérité absolue, vous êtes complètement libre de ne pas être d'accord avec des choses que j'aurais pu dire. Cette vidéo n'est en aucun cas exhaustive, je ne prétends pas avoir traité dans leur intégralité les thèmes que la série propose. Ce n'est pas mon but. J'espère seulement avoir pu vous faire réfléchir sur Vecna et ce qu'il représente dans Stranger Things, et vous avoir offert des perspectives auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé. Je vous invite à rejoindre mon serveur Discord et à me suivre sur Instagram pour rester informé des actualités concernant les vidéos ou pas mal d'autres choses. Tous les liens sont dans la description. Sur ce, je vous dis à la prochaine.